Les Bnei Israël craquent, Moshe Rabbeinu il craque, Myriam et nous aussi on craque. Alors regardez, en fait on va explorer dans cette paracha le monde de la frustration, de la plainte, de l'amertume, de toutes les fois où on a envie d'extérioriser des sentiments négatifs, mais ça peut très vite tourner à l'anxiogène. Ouais. Et anxiogène, je pense que c'est le mot de l'année. Hein, c'est le mot de l'année, on est d'accord? Parce qu'on a passé une année à entendre des mauvaises nouvelles et en fait on a du mal. On sait qu'on doit prendre du recul, on sait qu'on doit être optimiste, on sait qu'on doit garder de la distance, mais ça nous happe. Et en vérité, si on s'assoit, vous et moi, au café, vous savez très bien qu'on peut passer toute l'heure au café à parler que de ce qui ne va pas. Que de ce qui ne va pas. D'accord? Et regardez comment c'est bien fait. Cette paracha-là, ils sont 1 an après la sortie d'Égypte. Et ils sont à quelques jours de rentrer en Eretz Israël. Et c'est là, au bout d'1 an, qu'ils craquent. Et regardez, nous, on est, voilà, c'est la fin de l'année scolaire. Et on est, voilà, 1 an, une année après le 7 octobre. Et là, je sens le craquage. Le craquage, c'est tout. Alors, vous allez voir comment on va craquer de manière intelligente. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Craquer, c'est limaces. Craquer, c'est limaces. Alors, depuis le 7 octobre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression que tous les problèmes qu'on a ou qu'on avait paraissent très futiles. D'accord, dans le sens où on essaye de relativiser, on se dit mais attends, regarde tout ce qui s'est passé, elle a son enfant sur le front, Loaleno, elle a perdu le truc, alors quoi, moi mes problèmes de couple, mes problèmes de shalom bayit, mes problèmes d'éducation, mes problèmes de... c'est pas très grave tout ça, d'accord? On entend ce discours, hey, t'es en vie, t'es en bonne santé, t'as ta maison, voilà, comment on dit en arabe? Comment on dit? Hushkut, voilà, hushkut. Même ça, ils nous l'ont piqué. Hushkut, sheket, c'est la même chose. Voilà. Et puis, t'entends des discours. Allez, faut être bessimra, ça suffit là, hein, la mauvaise humeur. Ou alors, mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Mais attends, t'as pas de émouna ou quoi? Tu sais que tout est pour le bien, calme-toi. Attends, j'ai besoin là d'exprimer ce qui ne va pas. J'ai besoin d'exprimer mon mal-être. Et en fait, je remarque que depuis le 7 octobre, les femmes ont beaucoup de mal à parler. Elles m'appellent. Oui, alors écoute, je sais, c'est ridicule ce que je vais te dire, mais voilà, j'ai des problèmes de couple. Je sais que c'est rien par rapport à ce que tous les gens y vivent en ce moment. Mais attends, t'as un problème de couple? C'est un problème. Ça change rien. Le fait qu'il y a des gens qui souffrent plus, des gens qui souffrent moins, et on ne peut pas résoudre un problème sans en parler. Alors tu vas t'asseoir maintenant et tu vas m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec ton mari, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. On dirait que depuis le 7 octobre, on n'a plus le droit d'avoir des problèmes. Ils sont toujours là, la vérité. Il y en a qui étaient célibataires, elles le sont toujours. Il y a qui ont des problèmes de couple, et il y en a toujours. Et il y en a qui ont un problème avec cet enfant-là. Et même s'il n'est pas sur le front, à la maison, c'est le front. C'est la guerre. Et donc, on ne peut pas ignorer tout ça. D'accord? Alors, la question, c'est quand est-ce qu'on va réussir à exprimer des choses, même quand elles seront négatives, qui vont être constructives, qui vont nous permettre d'avancer, parce que comme je vous ai dit, c'est pas en ignorant un problème qu'on va réussir à le résoudre. Et quand est-ce que là, ça devient contre-productif et anxiogène et ça nous mène encore plus bas que là où on était avant d'avoir craqué. Ok? Alors, pour ça, il va falloir déjà analyser le premier verset de notre paracha. Premier passage. Vous allez voir, il dit quoi? On parle de l'allumage des bougies de la menorah. Pour l'instant, on a l'impression que ça n'a aucun rapport. Vous êtes d'accord? Écoutez bien. Il y a marqué Be'alotra et hanerot, el mupne ha-menorah ya'iru shivat hanerot. Quand tu vas faire monter les bougies, elles vont éclairer donc les 7 autres lumières. Alors là, Rashi, il s'interroge. Il dit Be'alotra. Pourquoi il n'y a pas écrit quand tu vas allumer? Non, quand tu vas faire monter. On ne dit pas j'ai fait monter les bougies de Shabbat. On est d'accord? Ouais. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Il dit il faut que la flamme s'élève. C'est-à-dire qu'elle s'élève d'elle-même. Dans le sens où quoi? Où l'allumage
n'est considéré que comme abouti qu'à partir du moment où, lorsqu'on retire la main, la flamme s'élève d'elle-même. D'accord? Ça veut dire t'allumes, tu ne retires pas ton allumette tant que tu n'as pas vérifié que la bougie, elle tire son énergie de son intérieur. D'accord? Donc, on a là une définition extraordinaire qui est qu'une bougie vraiment allumée est une bougie qui n'a pas besoin de l'extérieur. Et vous allez me dire, mais quel rapport? Quel rapport? Eh bien, sachez que, comme il dit le roi Salomon, nous sommes toutes des bougies. Qui ner Hachem Nishmat Hadam. Nous sommes à l'image de la bougie. Ça veut dire que tous les enseignements par rapport à l'allumage de la menorah nous apportent des enseignements par rapport à nous-mêmes. Alors, quel enseignement ça nous apporte? Eh bien, c'est qu'en fait, nous aussi, être bien construite, être allumée, être éclairante, inspirante, bien dans ses baskets, eh bien, c'est de ne pas être dépendante de l'intervention des autres. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, par exemple, l'idée de ce qu'on appelle l'estime de soi. Évidemment qu'on a besoin du respect des autres, du kavod des autres, parce qu'on est des êtres humains, on est sensible à ça, d'accord? Mais attention, on ne doit pas dépendre de ça. Ça veut dire qu'on doit construire notre self-esteem, qui fait que même si quelqu'un va te faire une remarque un peu déplacée, tu vas mais attends, moi je suis désolée, je n'ai rien à me reprocher. C'est pas elle qui va déterminer si ma journée, maintenant, je vais broyer du noir ou non. D'accord? Je suis construite de l'intérieur et sa remarque méchante ne vient pas altérer ma bonne humeur. D'accord? Ou alors, l'analyse cérébrale. Attends, écoute, j'ai besoin de tes lumières. Là. Ça vous arrive d'appeler une amie, écoute, là, j'arrive pas à voir clair avec cet enfant, avec ma belle-fille, avec toi. J'ai besoin que tu m'éclaires. Oui, tu m'éclaires. Comme Aaron qui a mis la bougie, hop, j'ai besoin que tu m'éclaires là. Mais ça y est, une fois que toi, tu m'as donné ton éclairage, je dois me faire ma propre opinion. Sinon, je suis candidate à ce que toi, tu vas dire, ce que tu vas décider pour moi. Parfois dans tes propres intérêts, non pas dans les miens. Et je suis candidate à la manipulation docile. J'ai entendu, merci de m'avoir éclairé, maintenant je vais briller de moi-même. D'accord? Un coup de pouce financier. Vous savez que parfois, voilà, surtout en parlant d'Israël, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts. Il y a même des gens qui ont une situation, les deux ils travaillent, etc. Ça arrive qu'à un moment ils disent attends, là j'ai besoin d'un petit coup de pouce là, on va pas pouvoir payer les frais de scolarité ou l'achat d'une nouvelle voiture, on a besoin d'un coup de pouce. Pas de problème. Mais fais attention à ne jamais tomber dans ce qu'on appelle l'assistanat. D'accord? C'est-à-dire quoi? Cette paracha, elle nous dit on ne doit pas être dépendante des autres pour se construire. Vous avez compris? Alors évidemment que quand on est petit, et ça correspond au début, à l'allumage des bougies, Aaron il met la main là, au début il est là. Quand on est petit, on a besoin de l'aide des autres, en l'occurrence surtout de nos parents, la fratrie, les profs, on a besoin d'eux pour se construire. Et ça doit nous responsabiliser en tant qu'adultes. Ces enfants-là, ils ont besoin de mon aide. Je suis comme Aaron, je dois allumer leur flamme, d'accord? Mais le signe de quelqu'un qui a pris de la maturité, quelqu'un qui est adulte, je ne parle pas de l'âge de la carte d'identité, je parle de la maturité. C'est quelqu'un qui a pris cette énergie et qui en a fait sienne. D'accord? Et donc, avoir de la maturité, c'est comprendre qu'on ne doit pas dépendre des autres pour se construire et qu'on doit tirer de l'énergie depuis notre intérieur. Et c'est ce que va nous dire notre paracha. Que si tu recherches constamment de l'aide des autres, alors là, tu risques d'être toujours dans l'insatisfaction. D'accord? Ça, c'est l'introduction du cours. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe dans cette paracha. Parachat Be'alotra. Alors, on a en fait un événement qui paraît mineur, qui est très 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 touchant. Très touchant qui arrive dans notre paracha. Moi, je suis toujours très très touchée par cet événement. Il s'agit de quoi? Donc, nous sommes, comme je vous ai dit, 1 an après la sortie d'Égypte. Et
nous sommes après Pessah, d'accord? Et tout le camp, ça veut dire tous les béné Israël, ont fait cette mitzvah merveilleuse pour la première fois de leur vie qui s'appelle Korban Pessah. Ils ont mangé tous ensemble, voilà. À l'image de nous, on dit qu'on a fait le seder, alors eux, c'était en waouh, mille fois mieux encore. Sauf que il y a un groupe de personnes qui là-bas étaient occupés à quoi? À déplacer la dépouille de Yosef. Or, ça les rendait dans un état de touma. D'accord? Mais impureté. D'accord? Et donc, eux n'ont pas pu faire cet événement qui s'appelle le Korban Pessah, de manger le Korban en famille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, quand même, oh là là, qu'est-ce qu'on aurait aimé, qu'est-ce qu'on aurait kiffé faire ce Korban Pessah. Imaginez quelqu'un, une femme qui a accouché le jour de Yom Kippour. C'est que le jour de Yom Kippour, si elle accouche, il y a une mitzvah pour elle de manger, elle fait même kidouche. Ouais. Et après, le lendemain, elle dit, j'aurais kiffé quand même faire le tzom comme tout le monde, la Neila. Puis elle a ces petites, vous savez, ces petits engouements là, ce petit languissement pour l'ambiance, la synagogue, le truc. Et puis elle dit, bah non, c'était pas possible. C'était pas possible. Ouais, mais quand même, j'aurais tellement kiffé, j'aurais tellement aimé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont? Ce groupe-là, ils viennent voir Moshe Rabbeinu. Moshe, on aimerait trop avoir une séance de rattrapage. Refaire le Seder en famille. Refaire Yom Kippour. Et là, Moshe, il dit, vous êtes très mignons, mais nous sommes déjà au mois de Iyar, c'est fini. C'est pas grave, vous allez faire l'année prochaine. Ah non, mais je te jure, écoute, franchement, ça passe pas. On a trop envie de faire Korban Pessah. On a trop envie. Attendez, je vous explique. Il y a un calendrier déjà défini par le maître du monde. Il y a Kippour, il y a Pessah, il y a Sukkot. Il est déjà très rempli notre calendrier. Je ne vous avais pas demandé de rajouter une fête qui n'existait pas. Mais, écoutez, si vous insistez, il voit que, nous dit le Midrash trop beau, il brûle de ratson. Il brûle d'envie, de volonté. Ouais. Volonté ratson, c'est Milachon Ratz, la route. C'est ce qui te donne envie d'avancer, d'aller de l'avant. Il brûle de ratson. Alors il va voir Hachem, il dit voilà, Hachem, il y a une demande un peu particulière. Mais voilà, quelle est la question? Moshe, en tant que fidèle émissaire, il vient transmettre la question. Réponse de Hachem ne se fait pas attendre. Si quelqu'un s'est trouvé souillé par un cadavre sur la route éloignée, alors il pourra faire la Pâque en l'honneur de l'Éternel au deuxième mois, au mois de Iyar, le 14e jour. Pessah Sheni. Waouh! Hachem, tu peux nous fabriquer une fête? Écoute, si tu brûles de ratson, ce qui à la base n'était pas prévu, je vais le faire pour toi. Regardez qu'est-ce qu'on peut susciter avec notre ratson. Comment vous appelez? Emma. Ouais. Emma m'a dit, mais pourquoi on ne crie pas, ma chia? On criait tout le temps ensemble. C'est vrai. Regardez ce qu'on peut faire avec notre ratson. Et nous, on l'éteint comme ça. On l'éteint comme la flamme. Vous savez, elle était allumée. Et puis on disait, non, mais on va l'éteindre. Emma, elle déborde de ratson. Elle déborde de ratson. Elle est très inspirante. Comme tout ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de négatif, de positif à exprimer. Une frustration, un regret, quelque chose qu'on aurait manqué, quelque chose qu'on trouve déplorable, quelque chose qui nous afflige, quelque chose qu'on trouve accablant. Il y a quelque chose de positif qui sort de ça. Et toi tu dis, attends, moi j'ai toujours cru qu'on devait dire Gamzou les Tova, non, Akol les Tova, on doit tout accepter, tout est pour le bien. Et comme on a dit, et j'entends ce discours, ah, je m'en veux de ne pas être dans la joie. Je m'en veux de pas être dans la joie. Là, si tu l'es pas, c'est un fait. Ah, je regrette d'être toujours insatisfaite. Je comprends, mais voilà, ça s'arrange. D'accord? Je m'en veux de lui en vouloir. Attends, c'est compliqué là. C'est compliqué. Un sentiment se dit en hébreu regesh. Regesh. Il y a deux possibilités. Soit il me dérange. Ah, tu sais quoi, je suis dans le déni là, je vais l'étouffer comme ça, d'accord? Comme l'œuf dans la poule, je l'étouffe. Ça s'appelle regesh garesh.
garouche. Attention, parce que ça s'appelle un sentiment qui est refoulé. Mais en vérité, si vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'aurais beau le refouler, il va revenir à la surface. Il va revenir à la surface sous forme même encore plus intense. Pourquoi? Parce que tant que j'aurais pas pris en compte ce sentiment, j'essaie de l'étouffer, eh bien c'est que le nefesh il se dit bon bah c'est que l'intensité est pas assez forte. Et donc le regret va encore s'agrandir, la frustration va encore s'agrandir, l'exaspération va encore plus s'agrandir. Pourquoi? Parce que j'ai pas accueilli ce sentiment. Garesh. D'accord? Ça, c'est très important. Elle dit la rabbinite Rochinski a dit en fait, tout ce qui est en lien avec nos émotions, c'est toujours en deux temps. Deux temps. Emet ve'emuna. C'est quoi Emet ve'emuna? Emet, premièrement, j'accueille ce sentiment tel qu'il est, de manière brute, sans chercher à le transcender dans l'immédiat. Il est là, je suis énervée, je suis exaspérée, ça me perturbe, ça me dérange, ça me gêne, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie blessée, je me suis sentie mise de côté, j'ai été exclue, quelle injustice, enfin, la liste, hein, pas de problème. Sachez que moi de nature, cette paracha me parle beaucoup, parce que je suis très... Vous croyez que je suis quoi moi? Je suis très négative. On dirait pas, je sais. Je fais partie de ces gens qui ont toujours à redire. Vous croyez bien ou pas? Toujours. Toujours, il y a... Non, le truc il était bien, mais moi j'ai vu le point noir là-bas. Je suis de nature... Attendez, j'ai fait un travail, vous allez voir, je vais vous donner des cheveux ébahis, tout. Et j'ai appris et alors, à l'inverse, moi j'ai un mari qui est très dans le déni, genre. Donc c'est très marrant, imaginez-vous. C'était nul. Non, mais il y avait un truc quand même dans la journée qui était bien, donc... non, c'était nul. Et en fait, je lui ai appris aussi à dire, écoute, franchement, cet après-midi, ou ce spectacle, ou ce truc, on est d'accord, c'était nul. Ouais, c'était nul. Il a appris. Vous allez voir, en fait. Tout est une question de dosage et de talir. Il ne faut pas brûler les étapes. D'abord, j'accueille le sentiment tel qu'il est. Un sentiment, c'est comme une notification que notre nefesh il nous envoie. J'ai reçu la notification. Ah, mon nefesh il m'envoie une notification. Ça, il y a ça, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette chose-là? J'en fais quoi? Un gesher. Regesh, gesher. Je vais en faire un pont, une connexion, quelque chose de nouveau, quelque chose d'élevé, quelque chose... Mais c'est en deuxième temps. Le transcender, l'aïmouna, prendre de la hauteur, prendre la distance, etc. C'est le deuxième temps. Et on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas transformer un sentiment tant qu'on ne l'a pas reçu. Vous savez, ça s'appelle le da'at. Le da'at, c'est cette intelligence de composer avec nos sentiments. D'être connecté à eux. La première chose, c'est d'être connecté à eux comme la flamme. On a dit, d'abord, elle tire de son intériorité. On a conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Connexion. J'ai reçu notification. Le da'at. Alors, c'est quoi le da'at? On dit dans le Talmud que l'intelligence, elle s'apparente au fait de fabriquer du pain. Et bien, vous remarquerez que le pain, c'est toujours en deux temps. Je reçois la pâte, elle est crue. J'ai mélangé ma farine, etc. Mais elle est nécessaire pour après faire le pain. Mais ça va être la deuxième étape de transformer la matière brute en un pain qui va être digeste. Mais si je la mange comme ça, brute, ça va être indigeste. C'est exactement le même processus. Mais pour pouvoir faire le pain, il faut bien que j'ai reçu la pâte. Je ne peux pas dire non, il n'y a pas de pâte. Ah, c'est indigeste. Ah non, ça ne va pas. Oui, mais alors tu vas rien construire comme ça. Tu ne vas pas faire des guéchères si tu n'as pas accueilli tes regesh. D'accord? Alors regardez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors on va dire que Hachem s'est fortement réjoui de leurs revendications. Regardez comment c'est beau ce qu'il dit Rachid. Il a écrit que, eh bien en fait, leur demande, d'abord il dit que Hachem a fait exprès, entre guillemets, de laisser ça en suspens. Il aurait pu dire dès le départ, ah vous savez, regardez, il y a le Corban Pessar, mais si quelqu'un n'a pas pu, etc., ne vous inquiétez pas, une séance de rattrapage 30 jours plus tard. Il n'a pas voulu faire ça. Pourquoi? Parce que nous dit Rachid, il a voulu leur donner du mérite. Le mérite de quoi?
eh bien, le mérite. De prendre cette frustration et de la tourner vers le maître du monde. Comme pour dire, regarde, ça va pas, mais je sais que toi et toi seul, tu as le pouvoir de changer cette situation. Et ça, nous dit le Rambam Maïmonide. Écoutez bien ce qu'il dit. De prier quand on est face à une galère, dans ces mots Be'et Tzara, d'accord? Moi j'appelle ça face à une galère. Zé mitzvah deoraita. C'est une mitzvah des 613 commandements. Ça veut dire que tu es face à un enfant qui te fait une crise au supermarché et qui fait la toupie là au milieu parce que ou alors tu es en train de chercher une place pour un rendez-vous super important, ou alors tu es face à l'orthodontiste qui tu sens qu'il va t'annoncer un traitement à 10 000 shekels. Et là, tu es là, Hachem non, mitzvah deoraita. Regardez comment on peut prendre notre quotidien et le transformer en Boudoucha. Mitzvah deoraita, comme si maintenant il sonne le chauffard. C'est mitzvah deoraita, une des 613 mitzvot. Il dit le Sfat Emet, la plainte, c'est la plainte à Hachem. D'accord? Quand on se plaint vers Hachem, c'est l'expression d'un rapport entier, d'un rapport authentique avec Hachem. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui ont passé des épreuves, ou l'eau alléno, voilà, après la Shoah, des choses comme ça, et les gens disent je suis en colère contre Hachem. Et les rabbinim intelligents, ils disaient quoi? Continue à ne pas être content pour lui avec lui. Parce que si tu n'es pas content avec lui, ça veut dire qu'en fait, tu es en lien avec lui. C'est pas grave, on est dans la phase émettre, on s'en fiche, Emouna ça sera plus tard, tout le monde a son temps pour y arriver. Mais tu peux pas aller à Emouna si tu n'as pas passé par émettre. Je suis en colère contre ce qui s'est passé. Je trouve ça injuste. J'ai du mal de voir des gens que j'aime qui souffrent. Émettre. Ça t'est compté comme un mérite. Regarde comme elle est belle la Torah. C'est pas extraordinaire? Et lui dire merci aussi, la guide Hachem Toda. Mais ça veut dire, c'est pas contradictoire. C'est comme avec ton mari, tu lui dis, je t'adore, mais là tu m'énerves. Ouais, les enfants, je vous aime, mais là, je n'en peux plus. C'est pas contradictoire. Je suis connectée à toi dans tout le panel de mes émotions. Mais pour être connectée à toi dans tout le panel de mes émotions, il faut d'abord que je sois connectée à mes émotions. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a deux écueils. Le premier, c'est quoi? Comme je vous ai dit, de tout rejeter. Le sentiment est bien, on rejette complètement. On le prend à 0%, c'est d'être dans le déni. Ça, c'est pas bon. D'accord? On le savait avant Freud. À Paracha, elle nous le dit. L'autre écueil, attention, c'est d'être tout entier pris par l'émotion, sans plus avoir aucune distance par rapport à cette émotion. C'est pour ça qu'elle dit très joliment, Vanessa Ben-Zaken, il faut toujours prendre au sérieux une émotion, mais jamais une décision issue directement de l'émotion. Ouais, en mode, ah t'as fait ça, fais ça. Ah non, c'est inacceptable, mange-toi. Ah ça, il faut que tu lui répondes tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, tu peux pas te retenir, tu peux le dire après. Tu verras, tu le diras de manière beaucoup plus élégante. D'accord? Donc, voilà, on ne peut pas faire de raccourci. Si on essaye de faire un raccourci, en fait, on fait un court-circuit. D'accord? Le raccourci, c'est quoi? C'est, tu sais, j'ai été très vexée parce que, mais attends, mais tu es très susceptible. Je viens de te dire que j'étais vexée. Tu peux accueillir ce que j'ai à te dire? Ou alors, quoi, tu t'es fatiguée et t'es fatiguée alors que tu t'es levée à 8h? Il y a une dictature de... Regardez ce qu'il nous dit, Pirkei Avot. Al teratze et travercha beshat kaaso. Ne cherche pas à apaiser ton ami alors que là, il est dans un moment de colère, d'amertume. C'est pas le moment. Ça n'est pas le moment. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous ai dit, c'est que, donc ça c'est la première chose qu'on apprend de cet épisode, ça leur est compté comme un mérite. Deuxièmement, comme je vous ai dit, eh bien cette fête, ils l'ont créée d'eux-mêmes. En faisant quoi? En étant proactif. J'ai un problème,
je vais voir Moshe Rabbeinu. Mais attends, tu vas te taper l'archouma là. Tu vas te taper là, il va te dire mais c'est ridicule. C'est pas grave. Moi je fais ce que j'ai à faire et après on verra. Cette paracha elle te dit, quand tu as un problème, ne reste jamais les bras croisés en attendant passivement que ça tombe du ciel. Ça tombera pas du ciel. Si ça tombe du ciel, c'est parce que toi tu as invoqué ça d'en bas. Ce qu'on appelle dans la chassidoute, Itorout Deletata, le réveil d'en bas qui provoque le réveil d'en haut. Mais si tu restes assis les bras croisés, moi des fois j'entends ça, j'attends qu'Hachem m'envoie mon ziboul. Mais tu fais quelque chose. Comment dire que c'est déjà destiné? Mais quand il a fait énormément On doit se mettre en mouvement. Ok. Je comprends, je peux aimer, je suis dans cette problématique parce que vraiment, j'ai des amis, c'est dur, vraiment c'est très dur. Mais il faut... J'ai fait un dernier point. Je lui dis Sarah, mais continue de te mettre en mouvement. Continue. Pas un Shabbat, pas un truc, pas la gueule. Tu t'arrêtes pas. Toujours en mouvement. Mais toi et peut-être. Exactement. Voilà. D'accord, c'est pas trop de chez nous, mais quand même. Ouais, parce que j'avais dit, mais le petit point, je trouverais le chadi. Exactement, mais c'est notre responsabilité. Il faut toujours être en mouvement. Il ne faut pas s'arrêter en disant ça va nous tomber du ciel. Ça ne tombera pas du ciel tant que toi, tu t'es pas activé sur terre. C'est clair? D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu prends tes responsabilités. Tu restes pas à attendre que les autres y résolvent ton problème à ta place. Et ça, je vais vous dire, c'est un vrai problème. J'ai des femmes qui m'appellent, qui me disent ça va pas du tout, ma belle famille, ma belle-mère, ma soeur, mon mari, mon truc. Ça veut dire qu'en fait, les autres sont fautifs de le mal-être qu'elle a. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ah mais tu sais, mon mari il est froid comme un glaçon. Je t'explique. Si toi tu te transformes en volcan, ça va faire fondre les airs là-bas. C'est la femme qui Le pire c'est de tirer son énergie de l'extérieur. Je vous ai dit, il faut être capable. C'est ça la maturité. Il a retiré sa main, maintenant c'est toi. Personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Alors si on me traite bien, alors ça. Si on te traite bien, alors ça. Mais c'est toi qui dois bien te traiter d'abord. C'est toi qui dois être gentil avec toi. C'est toi qui dois être bienveillante avec toi-même. C'est toi qui dois te prendre en main. Et je vais vous dire une chose. Quelque chose, un effet magique. Que quand on prend ses responsabilités, quand on se dit attends, qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à cette situation? Cet enfant qui est en échec scolaire, cette personne qui me veut du mal, cette collègue qui veut absolument prendre ma place. Qu'est-ce que moi je peux faire plutôt que de dire qu'est-ce que elle fait pas bien? C'est à réfléchir après, c'est du cas par cas. Mais nous on passe le temps à dire ah non mais si elle faisait ça différemment ça serait plus facile, et si elle, et si elle, et si toi. Et si toi. Je vais vous dire une chose, écoutez bien, il y a un effet magique. Que quand on prend ses responsabilités, mon problème c'est le mien et je vais m'y atteler. Alors vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Le problème des autres, refuser les autres. D'accord? Ça c'est très très important. Ça, c'est la première partie. Regardez comment notre paracha, elle est riche. Elle est riche. Arrive un deuxième épisode qui a l'air d'être très similaire au premier. C'est quoi? Pas de nouveau, un groupe qui vient et qui se plaint. Il dit, bon, on a compris, alors on peut se plaindre là dans le désert. Et là, ils vont déjà se plaindre. D'abord, ils vont se plaindre de la manne. Ils vont commencer à dire cette manne, elle nous sort des yeux. D'accord? Maintenant, la manne, c'est quand même le truc le plus pratique au monde. Pour celles qui préparent à manger deux fois par jour, c'est t'ouvres la fenêtre, la porte de la tente. Oh, le livreur est venu. La manne, elle prend tous les goûts, elle volte gratos. Les enfants, vous avez vu quoi? Sushi? Bah, pas de problème, ça prend un sushi. Tu veux quoi, un bouquet?
Et encore plus extraordinaire, la manne, elle est totalement digeste. Pas de toilette dans des heures, pas de couche à changer, pas de déchets, pas de brûlure d'œsophage, pas de brûlure d'estomac. Lavage au passage. Pas de repassage. Alors, ils se sont plaints de cette manne. Ok. Arrive la réaction d'Hachem. Et là, on se dit, ah, mais peut-être qu'ils vont dire, ah, bah écoute, on va leur envoyer Volt pour le coup. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'il va dire? Hachem entendit, et sa colère s'enflamma. Mais attends, j'ai pas compris. Et tout à l'heure, on a dit que c'était bien quand on a des récriminations, il est content, ils nous font ça comme un mérite. Et là, bon, je vous raconte pas, c'est pas du tout le cas. Alors, on va regarder de plus près la manière dont eux, ils ont craqué. Et on va essayer de comprendre la différence. Je vais le dire déjà d'avance. C'est quoi la différence entre le premier groupe et le deuxième groupe? Le premier groupe, c'est ceux qui disent « je veux ». Les autres, c'est ceux qui disent « j'en ai marre ». Et il y a une différence, marouti, essentielle, entre le « je veux » et le « j'en ai marre ». Alors maintenant, on va analyser le « j'en ai marre », parce que ça nous arrive à tous. Moi, j'ai l'impression qu'il me décrit ma soirée d'hier soir. 2 heures de craquage. J'en ai marre. Ça ne pense à moi. Je suis fatiguée. Vous êtes tous que des égoïstes qui pensent qu'à vous. Personne ne se rend compte. Oh là là. Et mon mari, mais vas-y, continue de préparer le cours sur la plainte. C'est bien, tu es en plein exercice pratique là. Non mais, je lui ai dit, c'est parce que la paracha a l'influence sur nous, c'est pour ça. On est en craquage. Alors déjà, la première chose qu'ils disent nous manquons de tout. Ve'ata nafshenu yevesha, on n'a plus rien. En kol belti el haman enenu, on voit plus rien d'autre que cette manne. Regardez comment ils disent. Regardez. C'est un truc incroyable. La focalisation négative entraîne le déni de tout le reste, de tout ce qui est positif. Ce sont en fait des vases communicants. Donc eux, ils ne voient plus que cette manne qu'ils ne peuvent plus supporter. Et du coup, ils ne voient plus ce qui va bien. C'est toujours comme ça. D'accord? Parce que quand je me concentre sur une chose, vous savez, c'est comme un objectif, ça floute le reste. Donc si je me concentre sur pile le point noir qui ne va pas dans le très beau tableau, le tableau, je ne le vois plus. Ensuite, ils disent quoi? On peut plus, en fait, on voit que ça dans nos yeux, ça veut dire on peut plus. C'est un peu dur de dire ça, mais ils peuvent plus la voir. Vous savez, quand on dit je peux plus la voir, je peux plus l'encadrer. Alors là, ok. Je t'ai dit, c'est bien d'être connecté à ses sentiments. Le problème, c'est que là, tu es tout entier dans ton sentiment et tu n'arrives plus à prendre de distance. D'accord? Et donc là, tu fais abstraction des données objectives, de ce qui, oui, va. Premièrement, c'est comme, je vais vous dire la différence entre le je veux et le j'en ai marre. Regardez dans notre manière de vivre les choses cette année. On a une année très difficile, tout le monde. Mais là-bas, à Kaplan, d'accord, ceux qui manifestent, ce que je déplore, c'est juste pas bibi, pas bibi, pas bibi, pas bibi, pas bibi, pas bibi, pas bibi. C'est vraiment comme la manne, on peut plus. Et pour eux, c'est le centre de tous les problèmes. C'est genre, mais qu'est-ce que... Bon archevêque, venez, on pense, qu'est-ce qu'on veut construire? Oui. Comment on se connecte à notre identité? Comment on se protège mieux? Comment on fait en sorte... Venez, on réfléchit constructif. Non, on peut plus. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que tu viens pas avec une recherche de solution, tu viens juste à pointer du doigt quelque chose et en vérité, vous allez voir, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Non mais vous allez voir, c'est ce qu'il nous dit Rachid. Deuxièmement, regardez qu'est-ce qu'ils disent. Non, mais on dirait nous, enfin excusez-moi, pas vous, on dirait moi. On se souvient du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte. Concombre et melon. Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, Evelyne? Ah, en Tunisie, c'était mieux. Ah, c'est ça.
Elle me dit, ah, ta mère et moi, ce qu'on a connu, c'est dur. En France, c'était bien. Tu dis le syndrome Yachasma. Ou alors, ça c'est aussi, ah non mais vous savez pas ce que vous ratez. Hein. Vous avez pas connu. Pourquoi tu veux que je sache ce que je rate plutôt que je sache ce que j'ai maintenant? Vous avez compris? Donc c'est ça. Et puis surtout, c'est mieux chez les autres. D'accord? Aussi, c'est le syndrome de la comparaison, c'est le syndrome des réseaux sociaux, c'est bon, bref, voilà. Mais du coup, tu regardes le truc, et après tout chez toi te paraît. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'ils disent? On veut, comme vous avez dit, des melons, voilà, de l'ail, des oignons, etc. Pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils voulaient du piquant. C'est vrai, la main, c'est dire Larissa. On veut du piquant sans avoir besoin de faire des efforts. Le harif, ouais. Alors je vais vous donner un secret. Qui dit le Rav Yeshurun. Écoutez ce qu'il dit le Rav Yeshurun. Écoutez, ouais. Regardez ce qu'il dit Rav Yeshurun. Il dit qu'en fait, si nous, on ne fait pas cette recherche de créer du piquant à l'intérieur, tout nous paraîtra fade. C'est comme les gens ils sont partis, ils ont pris l'avion, ils sont partis à l'autre bout du monde, ils ont été voir des paysages très exotiques et ils sont là. Parce que si toi t'es fade à l'intérieur, tout te paraîtra fade. C'est ce qu'il y a aussi dans une autre paracha, dans Sefer Shemot, je ne sais plus laquelle. Il y a marqué qu'à un moment, les Bnei Israël, ils se sont plaints, ils ont goûté l'eau, et il y a marqué qui marim hem, l'eau est amère. Mais nos sages disent qui marim hem, parce que eux, ils sont amers. Quand toi, tu es amer, tout te paraît amer. Tout te paraît amer. Donc, ça, c'est en fait comprendre encore une fois que pour être connecté à l'extériorité, tu dois d'abord être connecté à ton intériorité. Et si tu fais des choses qui pourraient paraître pour les autres extraordinaires, si toi à l'intérieur tu n'es pas rempli pour chercher justement le piquant dans ta vie, le pétillant, le positif, même si ce sont des choses répétitives, ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas rempli de l'intérieur. Encore une fois, souvenez-vous cette phrase. On ne doit pas dépendre de l'extérieur. Tout doit venir de l'intérieur. Et c'est ça ce qu'elle nous dit cette paracha. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit Rashi, parce que c'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, et je me c'est ça qui est extraordinaire avec la paracha, c'est que ça peut être 10 ans, ça fait 10 ans, 9 ans. Donc la 10e fois que je l'enseigne paracha de Babatra, et tu découvres des choses, tu fais oh là là, c'est fou, c'est les profondeurs et encore les profondeurs et encore les profondeurs, et ça te touche à un point que ça n'avait pas touché l'année dernière. C'est incroyable. Écoutez bien. Ceux qui se plaignent, ils s'appellent les mythonénim. Mythonénim, pas les mythos, c'est pas les mythonénim. Et Rashi, écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire litonen? Il dit c'est chercher prétexte. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit qu'en vérité, leur vrai problème c'est quoi? Lisez le Rashi, ils étaient très fatigués du voyage. Très fatigués du voyage. Très fatigués du voyage. Et nous, on n'est pas fatigués du voyage. Franchement. Ça veut dire, en fait, on cherche des prétextes. On craque. Quand on est fatigué, on est à fleur de peau. Et qu'est-ce qui va ressortir? C'est je suis énervée du désordre, je suis énervée à cause de l'histoire de ce prof, je suis énervée de la belle-sœur, je suis énervée de la situation, je suis énervée de ceux qui manifestent sur Kaplan, je suis énervée contre Bibi, je suis énervée contre la politique, je suis énervée contre tout. Mais en vérité, tu es juste fatigué. Et on est fatigué. Regardez, un an après, ils sont fatigués. On est fatigué. Une fatigue, c'est pas forcément une fatigue physique. Oui, merci. Ils sont nerveux, les enfants. Et c'est très juste ce que vous dites. Parce que, en vérité, la maturité d'une personne, souvenez-vous, vous avez vu tout ce qu'on apprend de cet allumage? La maturité d'une personne, c'est de savoir, en fait, d'où vient vraiment la frustration.
Et les enfants, quand ils sont fatigués, ils te disent pas je veux dormir, ils font une crise. Et toi tu lui dis, mais ne piquez ensemble au lieu de piquer une crise. Mais va dormir. Mais eux, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. La maturité d'une personne, c'est de dire en vérité, regarde, là je craque, j'avoue je craque sur ce truc, c'est débile, mais en vérité c'est parce que je suis fatiguée, je suis lasse, je m'épuise, je suis irritable. Et regardez comment c'est incroyable, comment tout est dans la paracha. Cette semaine, je croise une dame à la synagogue, une nouvelle. Donc je l'accueille, bonjour, etc. Et en fait, en 2 minutes qu'on commence à se parler, elle me dit, voilà, parce que je cherche des bénévoles pour envoyer des repas à l'unité de mon fils. En fait, je me rends compte que ça fait depuis le 7 octobre que tous les Shabbats, elle cuisine pour tout le groupe, pour toute l'unité. Ça veut dire 130. Vendredi soir, 130 minutes, elle fait tout toute seule dans sa petite cuisine. 260. Alors évidemment, elle délègue, etc. Mais c'est tout sur elle. Au bout de 2 minutes que je la connais pas, elle se met à pleurer. Non, ça a l'air d'être une femme forte. Elle se met à pleurer. Moi, j'ai regardé, j'ai vu, on est toutes fatiguées. Mais oui, c'est ça, en fait, je suis fatiguée. Si tu regardes, c'était vendredi soir, je regarde Rachid. Craquage. 1 an après, raison, fatigue. C'est pas extraordinaire. Il ne faut pas chercher des prétextes. Il faut se connecter à vraiment ce qui ne va pas. On est fatigué de cette guerre. On est fatigué d'entendre des mauvaises nouvelles. On a peur de ce qui va se passer cet été. On a peur de la rentrée. On a peur de l'ouverture d'un 2e front. C'est ça la vérité. On veut le Machia. Voilà. Alors écoutez bien, je vais vous donner 3 exercices. Je vais vous donner 3 exercices. Écoutez bien, parce que je vous dis, c'est vraiment un travail que j'ai fait. Je viens pas là, vous savez, de mes grands, avec la hauteur, en disant, voilà ce qu'il faut faire, ce que la Torah dit. Je vous donne vraiment un partage d'exercices, de choses que moi, personnellement, j'ai fait et que je continue de faire. Je vous assure que de nature, je suis vraiment, croyez-moi, au nom de nature très très négative. Mais ça fait des années que je fais des changements. Premier exercice. Premièrement, on a le droit de demander un changement, mais jamais médire ce qu'on a présentement. On a le droit de demander un changement, mais pas médire ce qu'on a. Pas médire sur ce qu'on a. D'accord ? En mode, ne pas dire j'en peux plus d'une belle-mère envahissante, mais je préférerais qu'elle garde ses distances. Tout, non, se dire à soi-même. Parce que comme je vous ai dit, en fait, on recadre. Si je suis tout entière dans le problème, tout le reste, les points positifs qu'elle a, ça s'efface. Et je vais vous dire, quand on cherche les défauts chez quelqu'un, on les trouve. Et quand on focalise dessus, on ne voit que ça. D'accord ? Donc ça c'est la première chose. Je ne vais pas dire j'en peux plus, je peux plus encadrer ma coloc, mais je me sens pas bien ici. Mon mari, Dana, il n'est pas présent, je voudrais passer plus de temps avec lui. Et effectivement, après vous dites c'est diplomate, parce que c'est réellement comme ça qu'on va s'exprimer. Parce que ça aurait été quelque chose d'authentique. Je ne vous donne pas des techniques de communication. Non, BMX, il faut que ça se vienne de l'intérieur. Et quand tu dis, j'étais rentrée tard, j'aurais tellement aimé passer plus de temps avec toi, alors c'est sincère. Et ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. S'exercer à parler en positif. D'accord ? Il n'y a aucun problème à demander un changement. Comme je vous ai dit, avoir envie, c'est le signe qu'on est en vie. Le ratson, c'est ce qui nous fait la route. D'accord ? C'est positif tout ça. Mais ne pas oublier tout le reste. Deuxièmement, relativiser. Alors quand je dis relativiser, ça ne veut pas dire minimiser. D'accord ? Ça ne veut pas dire refouler. Non. Relativiser, je vais vous donner encore 2 shiurebei. Deux voix. Surmera ve'atseto. Alors c'est quoi le surmera ? Alors je vais vous donner cet exercice, il est extraordinaire, il va changer ma vie. Fixez-vous des moments sans aucune parole négative. Vous fixez. Moi je commençais, je vais vous dire, j'ai commencé par un soir par semaine. Un soir, et je me disais, c'est pas grave, je dirai demain. Et en fait, le lendemain, ça me dit
Un soir. Et je vous dis, aujourd'hui, voilà, j'étends ma plage horaire et je ne peux me plaindre qu'entre 6 et 8. Donc je me lâche. Non mais en vérité, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le fait, écoutez bien, c'est ça, tout est dans la tête. Le fait de s'exercer à avoir des plages horaires où on ne dit rien de négatif. C'est vrai d'ailleurs aussi pour les gens qui font les heures de la Shonara. De 4 à 6, je ne dis pas la Shonara, etc. On prend goût à ne plus en dire. Je dis, mais en fait, ma vie était beaucoup mieux. Là, entre 3 et 6, que je ne disais pas. Mais c'est vrai, tu prends goût. Parce que c'est qu'en s'exerçant. C'est qu'en s'exerçant que ça rentre dans le cœur. C'est pas par des cours, c'est pas par des théories. C'est pour ça, d'où l'importance des shiurei beit. Et vous allez voir, après cette plage, elle s'étend d'elle-même. Parce qu'en fait, on n'a plus envie d'être négative. On n'a plus envie. Donc ça, c'est le sourd mera, Vea Setov. Vea Setov, c'est Tamid la Toda. Torah Toda Boreola. Merci Hachem. Merci Hachem. Parce que on a la Emouna. La Emouna, c'est, comme je vous ai dit, la deuxième phase. Emed l'Emouna. Tout est géré. Tout a du sens. Tout est pris en compte. Tout est récompensé. Et tout va pour le bien. Vous les répétez sur votre frigo, vous les mettez ces 5 phrases. On a dit quoi? Tout est géré, tout est récompensé, tout est pris en compte et tout va pour le bien. Et je relativise. Je relativise. D'accord? C'est-à-dire que je me rends compte que ce que je vis, c'est décidé par le Boré Olam et c'est mon chemin. Et le chemin, il passe parfois par des choses tumultueuses et il passe parfois par des bouchons. Ribono Shel Olam, pourquoi ce célibat aussi long? C'est des moments, on est dans des bouchons. Tu dis, mais il va s'arrêter quand? Quand est-ce que ça va recirculer là? La Toda, dire merci à Hachem. Vous savez que dans les universités américaines, ils ont fait des études, quelque chose de universitaire quoi, pas du tout en rapport avec le judaïsme. Les gens qui disaient Toda, 10 minutes par jour, en fait ils disaient merci, ils avaient un petit cahier, merci pour ça, merci à la vie, alors je ne sais pas comment on dit ça, merci à la vie pour ça, merci. À la fin de quelques mois, étaient en meilleure santé que les gens qui ne disaient rien. Ça agit à l'intérieur. Toda, et c'est inspirant. C'est comme réveiller la flamme, cette fameuse flamme qu'on a dans la bougie, et du coup on rayonne encore plus. D'accord? Donc, on a dit ça, on a dit accuser, chercher des fautifs, baisser les bras, être dans une posture déterministe, se noyer dans un amas de sentiments négatifs, ça va faire que même ce qui est doux finira par devenir amer. D'accord? Mais en revanche, on a dit quoi? Savoir que ma vie a du sens, me responsabiliser, me prendre en main, savoir détecter les manques parce que je suis connectée à moi-même, mais sans jamais oublier le reste que j'ai. Rester connectée à mes propres sentiments, sans jamais perdre de vue les belles choses qu'on a. Ne pas croire que tout est la faute des autres. Alors ça, et se tourner vers Hachem. Dès qu'on en ressent le besoin, ça fait que même l'amertume, elle se transforme en douceur. Voilà. Bravo. Avec plaisir.